Block Invest. Parlons investissement tout simplement. Et bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Lock Invest. Ici, on parle d'investissement et d'immobilier. Et aujourd'hui, je vais te parler plus particulièrement des arnaques. Et oui, c'est quelque chose dont on ne parle pas souvent. Et il y en a de plus en plus ici en France. Alors à l'étranger, je sais pas. Mais j'ai eu plusieurs tentatives d'arnaques. Ici, je vais t'expliquer un peu comment réagir, enfin en tout cas comment moi personnellement je réagis, parce que tout le long de l'année 2022, j'ai eu pas mal de tentatives d'arnaque et j'ai une façon spéciale, on va dire, de les traiter. Au total, je pense qu'il y en a eu 6 ou 7 rien que l'année dernière. Et donc, je me suis dit que c'était un sujet que je pouvais traiter. Parce que quand tu commences à avoir de l'argent, eh bien, tu as des gens qui essayent de le récupérer. Mais comme d'habitude, je me présente. Si tu ne me connais pas, que c'est la première fois que tu m'écoutes, je m'appelle Thomas, je suis un investisseur immobilier, je vis uniquement de mes biens immo, je ne suis pas un formateur, pardon, je ne fais aucune formation, je ne fais pas non plus de Airbnb ni de colocation. Je ne fais que de la location longue durée dans le but d'avoir un maximum de temps libre. Et si tu as des questions, comme d'habitude, tu vas sur mon Insta LockInvest et tu pourras me poser tes questions et je pourrai les traiter dans ces podcasts. Donc commençons tout de suite cette émission par te parler de comment est-ce que l'on fait pour détecter un arnaqueur. Alors, le détecter, c'est pas forcément simple parce que plus ça va, plus ils évoluent dans un monde où c'est un peu entre le légal et l'illégal. Un exemple tout simple, c'est que maintenant, tu as certains arnaqueurs, ils construisent des sociétés et au lieu de fermer les portes du jour au lendemain, ils font traîner les choses de façon légale. Du style, par exemple, tu as eu l'exemple avec FTX, donc si tu suis les crypto-monnaies, la personne ouvre, récupère un maximum d'argent le plus vite, rapidement possible. Et maintenant, tu as beaucoup d'arnaques où ils disent ah mais mince, on est en train de faire faillite, on va aller voir juridiquement comment est-ce que ça va se passer. Et ensuite, ils mettent la clé sous la porte, mais au fil du temps. Donc, ce qui fait que les gens ont quand même l'espoir de récupérer leur argent au bout de, je sais pas, 3 4 ans. Et puis au bout de 3 4 ans, au bout d'un moment, t'es désespéré, t'en peux plus. Puis tout le monde, la plupart des gens ont déjà oublié, sont passés à autre chose. Et ils sortent, on va dire, par la grande porte et ça leur permet de recommencer. Et oui, c'est aussi simple que ça. Donc tu as beaucoup d'arnaques. Alors personnellement, moi je les vois sur le trading, ce genre de choses. Mais après, ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. FTX, maintenant, c'est reconnu comme une arnaque et on sait que lui, il ne sortira pas par la grande porte. Donc, généralement, on te propose tout simplement de gagner de l'argent rapidement et facilement sans que l'on ait rien à faire. C'est à peu près le schéma. Le but à l'arnaqueur, c'est de récupérer ton argent le plus rapidement possible. Et si tu es malhonnête sur le moindre petit truc, c'est encore plus facile de t'arnaquer. Donc généralement, on va te proposer une opportunité, on va dire unique, avec un délai très court. Donc ça ne te laisse pas le temps de réfléchir. Et le système pour gagner de l'argent, il va être très compliqué. J'ai même été invité à une soirée, c'est une sorte de MLM, un truc comme ça. Donc c'est du marketing de réseau si tu connais pas, ou c'est quelqu'un qui m'a contacté en perso pour me dire attends j'ai une opportunité, on m'en a parlé, il faut que tu viennes. Donc tout de suite j'ai senti l'arnaque, je lui ai dit ok c'est quoi l'opportunité? Ah, on gagne un pourcentage super élevé sur de l'argent et tout ça. Et la personne en question ne voulait pas m'en dire plus, en gros c'était un truc sur le trading et tout ça. Et les gens qui étaient sur place, il n'y en avait aucun évidemment qui faisait du trading. Et toutes ces personnes se sont fait arnaquer. Donc au moment où j'enregistre cette émission, les gens ont encore leur argent sur les plateformes en question. Mais ils ne sont pas encore au courant que c'est une arnaque. Mais bon, ça je t'en parle plus tard. Ça va être vraiment le cœur de ce podcast. Mais avant, je vais te parler de toutes les fois où on a tenté de m'arnaquer. Donc, la première arnaque que j'ai eue en 2022, donc l'année dernière, c'était une personne qui a voulu m'arnaquer sur la vente de ma propre voiture. Donc, tout de suite, la personne a voulu me donner,
Pour te donner une estimation, je voulais la vendre pour 6 000 € pour m'en débarrasser assez vite. J'ai une personne qui m'a proposé de l'argent liquide. Il faut que tu saches que tu n'as pas le droit ici en France de dépasser 3 000 € en argent liquide. En tout cas pour vendre ta voiture, c'est illégal. Donc tu vois, quand tu commences à aller dans le malhonnête, tout de suite la personne sait qu'elle peut t'arnaquer. Moi, j'ai senti tout de suite l'arnaque et je savais que j'avais un garage à côté qui pouvait le prendre. Mais il faut que tu saches que moi, dès qu'on essaye de m'arnaquer, je joue tout de suite le pigeon et je fais comme si je rentrais dans le piège. Tous les appels qu'on me fait, tout ça, je suis toujours super intéressé. Là, je me suis dit, il y a peut-être moyen que ce soit pas une arnaque, on ne sait jamais, et que la personne ait un chèque. Ok, très bien. La personne déjà me dit ok bon mais je viens d'Espagne, il me raconte une histoire à dormir debout en disant ok je pars cette nuit, tout ça, j'arrive très tôt le matin vers 6 h du mat, on se retrouve dans un hôtel pas loin de chez moi. J'ai dit ok très bien. J'ai dit moi ça tombe bien, j'ai du temps à perdre, je vais y aller. Donc je me retrouve donc dans l'hôtel en question, la personne arrive. Et cette personne fait le tour du véhicule et je lui dis, bah, tiens, prends les clés, on fait un tour et comme ça, tu verras qu'elle fonctionne bien. En plus, la mienne, elle est vraiment nickel. Moi, je prends soin de mes voitures, donc je sais que la personne n'avait rien à redire. Bon, ce qu'elle ne savait pas, c'est que je m'occupais un peu de la mécanique quand j'étais à l'armée. Donc, je joue le pigeon, je fais celui qui s'y connaît pas. Là, qu'est-ce qui me sort quand je lui tends les clés? Il fait non, non, je vais simplement la démarrer et ça va suffire. Moi, je dis ok, mais très bien. Si tu me prends la voiture, tu la démarres, tu me dis que tu me la prends, moi c'est ok. Dans tous les cas, je sais que je ne négocierai pas le prix. Il arrive, il commence à vouloir démarrer la voiture, donc avant de démarrer, il a fait préchauffer. Alors que sur les nouvelles voitures, ben, t'as pas besoin de faire ça. Très bien, je le laisse faire, je me dis ok, bon, le mec, déjà, premier signe d'alarme, je dis ok, le mec s'y connaît pas bien. Il démarre la voiture, il me dit ah, je veux voir le moteur. Je dis ok, ben, je vais t'ouvrir le moteur. Avant ça, je fais le tour, j'arrête le moteur, j'ouvre le capot, et là il me dit non, non, redémarre. Je dis ok, bon, ça c'est bizarre. Mais ok, je redémarre. Et là, qu'est-ce qu'il fait cet idiot? Il tire la jauge d'huile. Le truc qu'il faut pas faire, tu ne tires jamais une jauge d'huile quand le moteur est en route. Là, je me dis, ok, bon, on va le laisser faire. Et là, il est en train de me dégueulasser le moteur. Et je lui dis, qu'est-ce qu'il y a? Il fait, ah, il y a un problème, il y a un problème. Comme par hasard, il y avait un problème. Là, l'huile gicle partout, évidemment. Et là, il me dit, regarde, t'as d'huile qui part dans tous les coins. Je lui fais, ah ouais? Du coup, là, je joue l'idiot et je demande, ah bon, c'est pas normal? Il me dit, non, non, elle rote, ça fume. Je dis, évidemment, le moteur est chaud. J'avais roulé 20 minutes avant pour me rendre à l'hôtel. Évidemment, l'huile, elle fume, surtout si tu ouvres la jauge au-dessus. Et là, il me dit, là, au bout d'un moment, je commence à en avoir marre parce qu'il est tourné le moteur. Je coupe pour arrêter de dégueulasser quand même mon moteur parce que c'est moi qui nettoie après. Et là, il me dit, je lui dis, bah alors, qu'est-ce qu'on fait? Je lui dis, tu la prends ou pas? Moi, j'étais prêt à me barrer. Il fait, attends, je vais voir, j'ai un collègue et tout ça qui s'y connaît. Je dis, comme par hasard, il avait un ami qui a acheté une voiture à ce moment-là, au même endroit, à la même heure, et qui était dans l'hôtel. Bon, là, je me prépare quand même à me barrer, euh, mais j'ai quand même envie de voir la tête du mec. Donc, j'attends un peu, et là, au bout de 3 minutes, le mec, il revient pas. Je dis, ok, bon, je préviens mes parents que la vente se fera pas, que je vais passer au garage, enfin voilà, je leur explique la situation. Mon père au téléphone tout de suite qui me dit, c'est une arnaque. Je dis, non, t'inquiète pas, je sais très bien que c'est une arnaque, mais j'ai quand même envie de voir les mecs. Donc, j'appelle le mec qui se trouve dans l'hôtel, mais par téléphone, parce qu'il est plus là. Je ferme le capot, je lui dis, bon écoute, apparemment t'es pas intéressé, du coup je pense que je vais me barrer. Là il me dit, non, non, j'arrive, j'arrive. Là, il revient avec son pote. Donc lui, il était, je crois, sénégalais, et son pote c'était un gitan du coin. Ça se voyait tout de suite, veste en cuir et tout ça. Voilà, c'est des mecs qui sont un peu connus, on va dire, dans la région. Bon, là, à ce moment-là, l'astuce, elle est assez connue. Son collègue qui arrive, il est un peu baraque. Son but, c'est d'arriver à me mettre un coup de pression si je rentre dans le jeu. Et ensuite, ils peuvent jouer le bon flic, mauvais flic. Et lui, c'est genre l'expert qui s'y connaît et qui va dire, ah oui, 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 il y a un problème. Donc, les mecs se ramènent. Là, je vois qu'ils commencent à faire le tour de véhicule. Mais par contre, je les lâche pas des yeux. Et je reste à vue du moteur parce que il veut rouvrir le capot, je réouvre.
et je veux pas qu'il me foute une saleté ou un truc qui fasse que il y a un problème avec la voiture. Donc je lâche pas des yeux. Et là j'ai dit qu'est-ce qu'on fait alors? Il dit ah il y a un problème. Je dis d'accord ok, tu la prends ou tu la prends pas. Et là je lui explique très bien que écoute-moi la voiture, que je la vende ou que je la vende pas, je m'en fous, je suis prêt à la garder 10 ans de plus. Moi j'ai mis l'annonce juste comme ça, si tu la veux pas je la lâcherai pas. Et il faut que tu saches que moi déjà, alors j'ai une tête déjà de flic parce que j'ai le crâne rasé super court sur les côtés, étant donné que je reviens de l'armée, c'est une coupe qui m'allait très bien, je l'ai gardée. Et donc le mec, je pense qu'il devait quand même sentir le truc. J'ai vraiment la tête du flic. En plus, je me suis mis à les regarder droit dans les yeux, à mettre la main sur ma poche droite. Il faut que tu saches que j'ai toujours mon couteau de l'armée et je l'ai caressé, tout simplement en le regardant. Je sais, là il a vu mon couteau, il m'a vu l'oreille droit dans les yeux. Je lui ai dit alors qu'est-ce qu'on fait? Là, les mecs, ils ont fait quelques pas en arrière, ils se mettent à parler entre eux et à peu rien faire. Je dis bon, on fait rien alors. Je dis si on le fait pas, tu me dis, hein. Il fait ah non, faudrait négocier. Et je dis ok, ben alors on le fait pas. Je lui dis je te laisse le temps de réfléchir. Je rentre dans la voiture, je les prends en photo, je leur fais un grand sourire et ensuite je me barre. Là, ça les a un peu étonnés. Je me barre. Bon, je finis par vendre ma voiture 1 heure après dans le garage. Et je fais un peu le tour et je vois que j'ai des amis qui les connaissent en me disant oui, il est passé à mon entreprise, ce mec-là nous a volé du cuivre et tout ça. Donc au cas où, voilà, j'avais ça. Bon, ça n'a pas été plus loin, ils ne sont pas venus chez moi ni rien parce que bon, évidemment, j'ai pas donné mon adresse. Et donc voilà, c'était la première petite histoire pour te dire que la première arnaque que j'ai eue en 2022, c'était sur ma voiture. Pour t'expliquer après rapidement les appels téléphoniques que je reçois régulièrement, donc quand tu mets une annonce sur le bon coin, tu es souvent appelé, donc tu as soit les CPF, donc là en ce moment ça s'est un peu calmé, tu as beaucoup de choses sur le trading. Alors là, soi-disant que le trading tu n'y connais pas, sauf que manque de bol pour eux, moi j'ai été formé sur l'investissement en bourse, pardon. Donc au final, ils ne peuvent pas me la mettre à l'envers. Mais étant donné que je suis joueur, pour m'amuser, je leur pose énormément de questions. Et alors le dernier avec lequel j'étais au téléphone, il est tombé absolument dans tous les pièges que je lui ai donnés, soit disant qu'il n'y avait que 1% de frais. Je dis mais c'est énorme 1%, mais non, c'est rien du tout. Il faut que tu saches que moi, je suis en moyenne sur du 0,2 à 0,5% de frais. Et lui, il m'annonce du 1%. Donc je pose beaucoup, beaucoup de questions et la conclusion de l'appel, c'est qu'il se forme sur YouTube et que moi, je dois lui donner mon argent et il va le gérer et prendre un pourcentage dessus, que je gagne ou que je perde. Alors que je le connais ni d'Ève et d'Adam, le site internet, bizarrement, je n'arrive pas à le trouver, il n'existe pas. Et voilà, au final, c'est un mec à qui je lui dois de l'argent parce qu'il s'est formé sur YouTube. Donc je lui ai dit, mais qu'est-ce que moi il m'empêche de me former du coup sur YouTube et de faire la même chose, vu que j'aurais pas les frais à côté. Au final, je les mets toujours en porte-à-faux et ils finissent par ne pas me rappeler. Ensuite, pour les CPF, si tu veux qu'ils raccrochent tout de suite, tu dis je suis chef d'entreprise, ça raccroche immédiatement. Sinon, tu as l'isolation par l'extérieur ou par exemple les opérateurs téléphoniques qui te disent regardez, oui, c'est SFR, il y a un problème chez vous, ou alors nous avons Orange, je dis SFR comme j'aurais pu dire Free Orange ou tous les autres. Et là, ils te proposent une box internet, un truc qui vient d'arriver, c'est super bien. Ou enfin voilà, le but c'est d'avoir ton numéro de carte bleue ou de souscrire, ou en gros ils t'envoient un email et après ils essaient de récupérer tes informations comme ça. À chaque fois qu'ils m'appellent, je suis toujours intéressé. Donc, si j'ai le temps, je réponds et je mène la discussion pour leur faire perdre du temps parce que je ne suis pas en réunion ou autre. Donc, automatiquement, je fais en sorte de ne pas rentrer dans leur case, mais je leur dis pas forcément au début. La dernière fois, on m'a appelé pour l'isolation par l'extérieur et là, je suis le mec le plus intéressé au monde. Vraiment, je suis à fond, je suis prêt à donner mon numéro de carte bleue et tout ça. Et au moment où ils me demandent l'adresse, là, bizarrement, ça marche plus. Je vis dans une caravane. Je leur dis, ben, automatiquement, je leur dis, ben, ça dépend, je change beaucoup. Il fait, monsieur, vous êtes propriétaire? J'ai dit, oui, je suis propriétaire. Mais vous avez pas une adresse? Je dis, ah ben non, je change beaucoup. Là, ben en fait, avec ma caravane, là, on est garé à tel endroit. Et là, automatiquement, la personne me dit, mais monsieur, c'est pour les maisons.
J'ai dit, d'accord, mais comment on fait pour ma caravane? C'est pas possible. Et là, la personne essaye tant bien que mal de m'expliquer que ça se fait pas pour les maisons. Et du coup, là, je fais le mec fâché. Je dis non, non, aidez-moi. Je veux bien isoler ma caravane et tout. Et là, je fais en sorte de la maintenir le plus longtemps possible jusqu'à que ce soit elle qui raccroche. Et là, à la fin, ils sont complètement désespérés et ils effacent ton numéro de téléphone. Ils disent ok, lui, on le rappelle plus. Idem quand il s'agit d'opérateurs téléphoniques qui t'appellent, donc ça peut être SFR, Orange, Free qui demandent à ce que tu souscrives chez eux, ou EDF. Là, j'ai une autre stratégie. Alors là, c'est vraiment juste pour se marrer. Je me fais passer pour dingue, en fait, pour complètement fou. Je bégaye tout le long de la conversation, je me mets à crier et tout ça. Bon, bien sûr, je fais ça quand je suis chez moi à la maison, hein. Je vais pas faire ça devant des clients ou devant mes locataires, évidemment. Mais disons que quand je suis avec mes potes, disons que ça nous fait vraiment marrer. Et au final, les personnes qui sont au bout du fil ont tendance à effacer ton numéro parce que tu n'es pas la personne qui détient le chèque, tu n'es pas la personne qui est en possession de ces moyens pour leur donner de l'argent. Donc aussi bien dans les arnaques que dans n'importe quel vendeur, si tu n'es pas la personne qui possède l'argent, c'est pas toi, tu n'es pas la personne à qui on va s'adresser. Tu remarqueras que les publicités, elles sont tournées vers la ménagère, parce que la ménagère, en moyenne, c'est celle qui va être responsable des achats. Et à l'inverse, tu ne verras jamais de pub de Ferrari, parce que les gens qui ont de l'argent, de façon générale, ne restent pas devant la télé à ne rien faire. La grande majorité, ils n'auront même pas la télé. Et étant donné qu'ils n'auront pas la télé, ça sert à rien qu'ils mettent des pubs de Ferrari parce qu'ils ne sont pas là. En bref, une fois que tu t'es fait passer pour fou au téléphone, ils effacent ton numéro et tu as beaucoup moins d'appels. Enfin, en tout cas, c'est quelque chose que j'ai remarqué. Au lieu de raccrocher directement, je décroche, je discute avec eux et ensuite, je suis blacklisté chez eux. Donc il faut bien ça pour pas devenir fou parce que quand tu reçois 2-3 appels par jour pendant 2 à 3 semaines, tu peux vite péter un plomb. Alors essaye de le prendre à la rigolade, de t'amuser un peu avec eux, je pense que c'est le meilleur moyen de le prendre. Une arnaque très connue pour ceux qui ont déjà créé des entreprises, quand tu crées ton entreprise, tu sais que tu es obligé de l'afficher au journal. Donc c'est généralement ton comptable qui s'occupe de ça. Toutes les infos légales sont publiées sur le journal où tu as du coup la date à laquelle tu crées l'entreprise. Il y a ton adresse, ton nom, ton prénom et le nom de ta société. Quand tu fais ça, tu as des arnaqueurs. Ils ont l'habitude du coup de lire le journal et ils envoient un courrier sur toutes les entreprises qui ont été créées du coup dans la journée ou dans le mois. Je t'avoue que la première fois que j'ai créé une société, j'ai failli me faire avoir parce que quand tu crées une société, tu as beaucoup de frais différents. Alors surtout quand tu te fais faire par ton expert comptable qui te prévient à l'avance. D'ailleurs, il devrait nous prévenir qu'on va recevoir un courrier d'arnaque parce qu'une fois que j'ai été le voir avec le courrier, pour prévenir ses autres clients, elle m'a dit non mais on sait, on est au courant. Bon ben merci pour l'info. Mais bref, la première fois j'ai failli me faire avoir parce que tu as beaucoup de frais à payer, mais tu les connais pas forcément. Tu dois payer par exemple le greffe, tu dois payer le journal, et après c'est plein de petits trucs qui s'enchaînent. Il se peut qu'il y ait quelque chose que tu n'aies pas vu, et au final, il est facile de se faire avoir. Alors personnellement, je l'ai reçu à chaque fois que j'ai créé une société. Alors c'est très simple. Il t'envoie toutes les infos, en gros, que tu as sur le journal. Ils vont te les retranscrire sur une feuille. Et là-dessus, en gros, c'est une feuille, alors moi que j'ai reçue, soi-disant qui venait de Paris. Tu as que 15 jours pour payer. Donc là, c'est histoire de dire, bon, il faut que tu payes très vite, sinon tu vas avoir des agios. Il te laisse un numéro de téléphone. Alors j'ai ici le numéro de téléphone, c'est un répondeur automatique qui te fait tourner en boucle. Donc il faut que tu payes par carte bancaire et tu n'as pas le droit de payer en espèces ou par chèque. Alors, risque de contamination du virus Covid. Voilà pourquoi il faut que tu payes par carte bleue et non pas par chèque ou espèce. Bon, là on se fout vraiment de la gueule du monde. Donc je devais payer soi-disant 234,15 €. J'avais 15 jours pour payer.
Et bien sûr, il n'y a aucun email que tu peux contacter, ni de SAV. Et l'objet de la lettre, c'est procédure de recouvrement amiable. Bien sûr. Alors quand tu envoies ça, alors que tu es honnête, que tu sais que tu n'as rien juridiquement, tu as payé toutes tes dettes, tu sais que c'est une arnaque. Et attention, pour le paiement, c'est un QR code. Donc en fait, tu dois prendre ton téléphone, le prendre en photo, et ensuite il suffit juste de taper. Ça va t'emmener en gros sur leur site, et là tu dois rentrer juste le code de carte bleue pour payer. Voilà. Bon, évidemment, si tu fais ça, en plus du paiement, étant donné que c'est leur site à eux, il y a moyen qu'ils récupèrent ton code de carte bleue. Donc, si ça t'est arrivé, je te conseille de changer de carte. Bien, avant de te parler de la plus grosse arnaque à laquelle j'ai pu assister, je vais te parler de celle de Tony de Une vie de liberté. Donc, je pense que tu dois savoir qui c'est, étant donné qu'il fait des podcasts et que si tu es ici en train d'écouter des podcasts, tu as déjà écouté le sien ou au moins celui des Gentlemen Investisseurs. Donc, là, j'étais sur Instagram et je reçois une invitation de soi-disant de Tony. Alors, étant donné que je connais un peu la vie des investisseurs, tu t'emmerdes pas du jour au lendemain à demander un ami des gens comme ça sur Insta, surtout si tu en as des milliers. Donc j'ai cramé le truc tout de suite. Et là, pareil, je reçois une demande et là, il me dit comment est-ce que vous vous débrouillez en trading? J'ai allé, comme par hasard. Donc là, je me suis un peu amusé, je dois avouer, à le faire tourner en bourrique. Donc là, je lui demande tout de suite, je le fais d'idiot, j'ai dit mais t'es pas plutôt dans l'immobilier toi? Il fait non, non, je fais d'autres investissements et tout ça. Et pareil, je lui dis ben alors c'est quoi ton opportunité? Alors il y a un site super bien en crypto-monnaie où il fait du trading. Alors sa rentabilité en gros c'était 140% par mois. C'était garanti et moi je devais m'occuper de rien et lui s'occuper de tout. Il fallait juste que je lui envoie des bitcoins. Alors ça peut paraître vraiment idiot comme ça de tomber sur cette arnaque, mais il faut savoir que si les mecs ils font ça, c'est que ça marche, c'est qu'il y en a qui tombent là-dedans. Euh, donc il y a même beaucoup de personnes qui ont pensé que c'était le vrai Tony de Une vie de liberté. Bon, évidemment, moi je ne suis pas tombé dans le panneau parce que j'ai une éducation financière et c'est là où je voulais mettre le point, c'est que on a un petit problème en France, c'est que on n'a pas d'éducation financière. C'est quelque chose qu'on devrait apprendre au lycée et au collège, mais étant donné qu'on n'en a pas, on pense que faire de l'argent rapidement, sans effort et garanti, c'est possible, en donnant notre argent à une tierce personne. À partir du moment où tu donnes ton argent à une tierce personne, que tu ne le contrôles pas, que tu ne comprends pas le mécanisme, c'est simple, tu n'y vas pas. Moi, évidemment, je ne vais pas te raconter toutes les arnaques que j'ai reçues par email, ça se compte en centaines. J'en reçois à peu près, je sais pas, une dizaine par jour. Alors là, je te conseille de faire un peu comme moi, et il y a une astuce, c'est simple. Tu prends un email poubelle. Moi, j'ai des emails qui ne servent à rien, ou dès que je m'inscris sur Internet, j'utilise cela. Si je donne mon email perso, là par contre, je donne mon vrai email, mais physiquement à une personne. Ce qui me permet de ne pas avoir de spam dans ma boîte personnelle. Alors, il arrive aussi que ce soit des amis à toi qui se fassent arnaquer. D'ailleurs, ça m'est arrivé par email. Et ensuite, ils envoient un email à tous leurs contacts en disant qu'ils ont un problème, qu'ils sont à l'hôpital ou peu importe ce que c'est, et qu'ils ont besoin de toi. Et ensuite, bon, ben pareil, c'est comme d'habitude, ils ont besoin de toi pour récupérer de l'argent rapidement. Et en gros, tu dois aller au bureau de tabac, prendre un truc cash et ensuite leur envoyer des tickets pour qu'ils puissent payer la clinique. Bon, sauf que chez nous, on a une carte vitale. Mais bon, quand j'ai demandé à l'arnaqueur, mais parce que là, pareil, j'avais cramé le truc, je lui ai demandé, mais dis-moi, tu t'as plus d'argent sur ta carte vitale? Il m'avait dit qu'il avait dépensé tout son argent de sa carte vitale. Bon, évidemment, bon, ce sont des gens qui traduisent ce que tu dis, plus ou moins bien. Et je vais te donner une petite astuce quand tu tombes sur ce type de personnes. Il y a un YouTuber qui s'appelle Sandoz.
Alors Sandoz, ça s'écrit Sandoz, et ce mec-là, il arnaque des arnaqueurs. Il arrive à récupérer leur mot de passe, à contrôler leur ordinateur, on va dire à distance. Il est même parti en Côte d'Ivoire pour aller rencontrer certains d'entre eux. Donc je pense que l'étape suivante, c'est après de se déplacer avec la police, d'après ce que j'ai compris, pour aller les arrêter sur place. Mais certaines personnes, pour arriver à s'en sortir, leur envoient un email en disant je suis Sandoz. Et généralement, si tu envoies ça, tu seras plus emmerdé. Ou alors tu dis que tu as un lien avec Sandoz, tu dis arrête tes conneries ou je te l'envoie. Et là, les arnaqueurs comprennent tout de suite qui c'est. Et donc voilà, c'était le petit tips du jour pour éviter qu'on continue à t'embêter par email. Donc n'oublie pas, c'est Sandoz, Sandoz. Bien, alors là maintenant, la dernière arnaque que je vais t'énumérer, là ça va être beaucoup moins marrant parce que les gens qui se sont fait arnaquer déjà sont nombreux, c'est en millions d'euros que ça se compte, et je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, ils ne sont même pas encore au courant, enfin en tout cas au moment où je tourne l'émission, ils ne sont pas encore au courant qu'ils se sont fait arnaquer. Donc, je vais t'expliquer l'histoire du début à la fin. Bon, pareil, très vite, je me suis douté que c'était une arnaque. On m'a invité dans une réunion et je vais te dire à peu près, enfin, je vais te dire de ce que je me souviens, parce que c'était il y a quelques mois maintenant, comment je me suis rendu compte que c'était une arnaque. Donc, premièrement, cette arnaque, elle est arrivée par un de mes artisans. On était sur un chantier, c'est un nouvel artisan que je venais de prendre, donc il fait partie d'une structure, d'une petite PME. Et pendant le chantier, il apprend, il y avait l'agent immobilier à côté de moi et tout ça, il apprend que j'ai acheté tout l'immeuble. Donc il me dit, mais vous achetez beaucoup comme ça? Et je lui dis, oui, moi je n'achète que des immeubles. En fait, là il comprend en fait que je ne vis que de ça. Et au bout d'un moment, quand il pense à ça, il y avait l'agent immobilier, cet artisan et moi-même dans l'appartement. Nous étions, on va dire, dans le salon et lui, il était au cellier. Et là, il me dit de venir le voir, mais genre un peu, tu vois, un peu discretos et tout ça. Déjà, je me suis dit, c'est pas normal. D'accord, et là, j'ai compris qu'il voulait pas dire enfin, m'annoncer ce qu'il voulait me dire devant l'agent immobilier. Bon, déjà, pour moi, c'est une première alerte. Et il voulait me parler d'investissement. Je dis, bon, ok. Là, un mec qui me parle d'investissement alors qu'il n'est pas là-dedans, déjà, pour moi, c'est la première alerte, c'est le premier truc auquel je fais attention. C'est comme quand tu connais très bien, tu demandes pas à ton boulanger, par exemple, de gérer tes finances. Bon, ben voilà, là, tu demandes pas à ton artisan de faire la même chose, de parler de trading. Bon, ben là, on est exactement dans la même configuration. Donc, il dit, ouais, venez voir, j'ai peut-être un truc qui peut vous intéresser. Donc, dès le départ, je sais que j'étais pas intéressé, mais je veux savoir ce que c'est. Moi, je suis très curieux, donc je lui demande. Il me dit, oui, regardez, il me montre une application. Je dis, bon, là, ça pue. Et il me dit, regardez, on gagne pas mal, j'ai mis de l'argent et je gagne beaucoup. Et puis il referme l'application, puis j'ai pas trop le temps de voir ce que c'est. Il me dit, est-ce que ça vous intéresse? Dans ma tête, c'est non. Je lui dis, oui. Et ensuite, il me dit, oui, on va faire bientôt une réunion. Venez pour que je vous en parle. Je dis, ok, vous m'envoyez un SMS et on en reparle. Il me dit, ok, je vous appelle à mon numéro de téléphone perso et on fera la réunion. Je dis, très bien. Une journée se passe, il m'envoie une adresse sur laquelle se rendre et du coup, moi j'aimerais faire mes recherches avant de venir, histoire d'avoir quelques armes, mais il veut pas me donner les infos. Donc je lui demande quelle est l'entreprise ou la personne qui font la présentation et il s'agissait d'un autre artisan. Donc en fait j'avais aucune info sur l'entreprise qui est, alors spoiler alert, de trading qu'ils allaient me présenter. Donc bon ben là je me suis dit tant pis, bon ben je ferai mon enquête au fur et à mesure. Je me rends sur place, il y a une vingtaine de personnes. Là je me rends compte que c'est du MLM. Donc si tu ne connais pas, en fait, c'est du marketing de réseau. En gros, c'est tu parraines une personne qui va en parrainer une autre, etc., etc. Bon, souvent c'est associé aux pyramides de Ponzi,
Mais ça n'est pas à chaque fois, mais la majorité du temps, disons que c'est pas toi qui t'enrichis, c'est celui qui est au-dessus. Donc bref, on se retrouve une vingtaine. Dedans, tu as plusieurs artisans, tu as des mecs de la gendarmerie, tu as des agriculteurs, tu as beaucoup de personnes de domaines très différents. Sauf que tu n'as aucun trader, parce que je savais très bien qu'un trader, jamais tu l'aurais vu dans cette salle. J'étais le seul qui avait on va dire, j'étais celui qui était le plus avancé, on va dire, financièrement à ce niveau-là. Donc je rentre dans la salle et je dis rien. Là, je prends une feuille, un stylo, et là je commence à marquer tout ce qu'il me dit, et j'ai encore la feuille devant moi. Donc, premièrement, il nous annonce que en gros il y a trois présidents et que là c'est un truc de trading via les crypto-monnaies. Je dis ok, bon déjà là ça pue. Il nous annonce déjà que en gros tu as un pack à payer. Il nous montre le site et là dès que je vois le site ça me choque parce que c'était exactement les mêmes, c'était la même calligraphie, c'était les mêmes logos que pour les robots de trading qui ont mystérieusement disparu. Et je connaissais ces logos parce que l'année précédente, comme par hasard, j'ai, pareil, dans mon groupe d'investisseurs, si tu veux, tu en as qui sont formés et on en a un qui n'est pas formé qui m'avait appelé pour les robots de trading. Du coup, je m'étais intéressé, je lui ai dit non, non, là, on ne sait pas où va l'argent, il faut surtout pas y aller. Et du coup, j'avais eu le temps d'aller sur les sites et de me rendre compte, en gros, à quoi ressemblait le soi-disant robot de trading, l'investissement, les packs et tout ça. Et là, c'était exactement la même chose, sauf qu'ils avaient renommé l'entreprise et que ce n'était plus des robots de trading, mais là, tu avais soi-disant trois traders qui étaient dans trois pays différents, ce qui faisait qu'ils pouvaient travailler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Bon, déjà, le mec qui t'annonce ça, bon, tu sais que c'est une grosse connerie en fait. C'est physiquement impossible. Mais bon, je continue à le laisser dérouler. Donc il annonce que donc l'artisan qui est devant moi, qui nous fait la présentation, que lui, il a mis 50 000 euros. Donc 50 000 euros, je crois que c'était la majorité de ce qu'il possédait. Si tu veux, c'est des gens qui gagnent pas mal d'argent, qui veulent éviter des impôts, et donc qui passent ça en crypto-monnaie. Alors comme par hasard, c'était en crypto-monnaie, alors que ce qui devait trader, c'était de l'or, du dollar, enfin c'était ce genre de choses. Alors déjà là, c'était pas logique parce que passer ton argent d'euros en crypto-monnaie pour le renvoyer pour que eux en plus après le retransforment soit en dollars, soit en euros, c'est complètement con en fait parce que tu as des frais à chaque étage. Donc, il m'annonce ça, je me marque tout. Là, nous parle des stars parce qu'ils sont partis à Dubaï, il y avait à peu près 1000 personnes dans une conférence, et il nous montre des stars qui étaient présentes. Alors là, pareil, ne te fais pas avoir, tu peux soudoyer ou embaucher n'importe quelle star, mais une star, ça ne veut pas dire qu'elle s'y connaît en financement. On a bien vu Nabila, nous, ici en France, qui s'est pris une amende tout simplement parce qu'elle avait conseillé des crypto-monnaies alors que c'était une grosse connerie, quoi. Enfin bref. Tout ça pour dire que il y avait, alors sur les deux ou trois stars, il y avait Cristiano Ronaldo. Il faut savoir que ce mec-là, même si c'était un footballeur qui était multimillionnaire, il était en faillite personnelle. Il n'avait plus un rond. Il devait des millions à la banque. Le mec, il a les dents qui raclent le parquet. Donc quand tu as une société comme ça de trading qui dit ben, viens, moi je te donne des centaines de milliers d'euros, tu pourras éponger tes dettes, mais tu viens pendant les conférences et tout, tu fais le show. Il y avait lui, il y avait Steven Seagal, je crois qu'il s'appelle comme ça, qui lui, pareil, il avait payé pour ça. Alors lui, je ne sais pas si il est en dette personnelle, mais comme par hasard, ce mec-là était présent sur une autre société qui, elle aussi, était une arnaque précédemment. Donc en fait, tu vois que c'est un réseau, les mecs, ils savent qui payer, qui soudoyer, et en fait, ils prennent des têtes d'affiche comme ça. Alors que normalement, tu n'as pas besoin d'avoir une tête d'affiche comme ça si ta société euh, est rentable, tu n'as pas besoin d'embaucher des gens comme ça. Donc là, bizarrement, les gens ils se disent ouais, super si les footballeurs y vont, ou si un mec des arts martiaux, enfin des mecs qui ont fait des films qui gagnent des millions d'euros, ils sont là, ben
les personnes qui ne s'y connaissent pas se disent oh ben ça donne confiance en fait. C'est ce qu'on appelle la preuve sociale. Alors là où c'est vicieux, c'est que cette preuve sociale, elle va encore plus loin parce que étant donné que tu gagnes beaucoup d'argent pour les parrainages, vu que à chaque fois que tu embauches une personne, c'était genre tu gagnes un parrainage de 1000 balles sur ton compte. Bon, bien sûr, tu le verras jamais, mais sur ton compte, en fait, il augmente de 1000, 2000, 3000, 4000 balles. Alors toi, ça te donne envie de parrainer, mais le pire, c'est que c'est une personne que tu connais. Elle est physiquement devant toi, et c'est horrible parce qu'en fait, elle fait le boulot de l'arnaqueur, alors qu'elle aussi se fait arnaquer. Donc tu as confiance en elle parce qu'elle te dit, bah, regarde, moi je gagne de l'argent, je suis parti à Dubaï avec eux. En plus, ils nous disaient, bon, on a vu des banquiers, on a vu des avocats, ils nous ont dit que c'était super et tout ça. Alors, je vais peut-être casser un mythe, mais déjà, le banquier, c'est pas forcément par rapport aux études qu'il fait que ce qu'il dit est vrai. Il s'y connaît pas forcément en bourse. Tu fais une formation de 6 mois avec un mec sur Internet, tu connais plus de choses que ton banquier. Moi, il y a beaucoup de banquiers qui sont devant moi, je connais mieux leur boulot que eux. Bon, souvent, c'est des jeunes et tout ça, mais c'est un truc de fou. Et pareil pour les avocats. Les avocats, t'as l'impression qu'ils gagnent beaucoup d'argent. La plupart, ils sont au SMIC. Alors, j'ai rien contre vous. J'adore les banquiers parce que je travaille avec eux. Il y en a d'excellents et il y en a de très nuls. C'est comme partout. C'est pareil pour les avocats. Mais là, ceux qui étaient présents ce jour-là, ils nous disaient bon, ben c'est super et tout ça, mais ils n'y avaient pas été au fond des choses. Mais vu qu'ils avaient un titre, on va dire un titre honorifique, ben ça donnait de la légitimité pour tout le monde pour investir. Donc les gens étaient quand même perplexes, mais ils avaient une réponse à tout. Donc la réunion dure, enfin continue pendant, je sais plus, une heure et demie. Donc ce que j'ai noté en premier, c'est que ton argent est bloqué. Dès que tu fais un virement, si tu les retires très vite, tu as une pénalité. Alors la pénalité, elle était énorme, je crois que c'était de 30%. C'est-à-dire que tu mets 1000 euros, si tu le retires dans moins de je sais plus combien de mois, tu as une pénalité de 300 euros. Sachant que il fallait soi-disant avoir des licences, alors ça correspondait à rien du tout, à part pour parrainer plus de personnes, de base qui était genre à 99 dollars, une première licence, et puis si tu voulais la deuxième, ça coûtait encore plus cher, et tu avais plusieurs niveaux, enfin c'était exactement comme les robots de trading, mais ça correspond à rien en fait, c'est complètement illogique. Bref, ensuite ton argent, une fois qu'il est bloqué, tu n'as soi-disant rien à faire, donc tu n'avais aucun contrôle sur l'argent. Une fois qu'il était envoyé, tu n'avais aucune trace parce que c'était en crypto-monnaie. Le parrainage, du coup, tu avais un intérêt financier à parrainer un de tes potes. Donc tu fais attention aussi à ça. Quand tu as une personne en face de toi qui te propose quelque chose, réfléchis si elle a un intérêt financier. Si elle a un intérêt financier, son avis n'est pas neutre. Ensuite, les rendements. Alors oui, les rendements, ça me faisait marrer. Il y avait marqué, il faisait 300% de rendement en je sais plus combien de mois. Bon, 300% en quelques mois, ça n'existe pas. Si ça existait, mais tout le monde le ferait. T'aurais juste à mettre tes sous et hop, tu ferais rien. Je suis désolé, mais au bout d'un moment, imagine toute la planète, on va aller à l'extrême. Toute la planète fait ça. Ok, bon, mais nous, on met notre argent, il y a juste ces 3 traders qui vont s'occuper de ces millions de gens, et on va tous faire 300%. Ok, mais au bout d'un moment, l'argent, il vient d'où? Parce que l'argent, en fait, c'est juste de la circulation. Si c'est pas toi qui l'as, il est à quelqu'un d'autre, ou quelqu'un a créé de la richesse pour ça. Enfin bref, une fois que tu avais envoyé l'argent, le système, il était compliqué. Mais quand je te dis compliqué, c'est qu'il était envoyé sur des personnes qui allaient trader, mais qui allaient trader d'une certaine façon. Enfin, il faisait en sorte à ce que ce soit le plus flou possible. J'ai une personne d'ailleurs qui, pendant la réunion, m'a demandé, et j'aurais dit non, je suis désolé, mais la finance, c'est très simple en fait, hein. Et là, si vous voyez pas où est votre argent, c'est que vous l'avez perdu. Donc, qu'est-ce qui s'est passé à la fin de la présentation? Donc là, j'aurais pu dire, bon les gars, arrêtez, c'est une arnaque. Je crevais d'envie de dire à tout le monde, de crier, écoutez, moi je m'y connais, là votre truc c'est une arnaque, essayez de récupérer votre argent, vous n'allez pas y arriver. Au lieu de dire ça, j'ai juste fait comprendre que je m'y connaissais. Donc en fait, j'ai posé deux, trois questions pendant qu'il faisait sa présentation. Et je lui disais, oui, mais là, vous passez par Binance. Il fait, oui, oui, c'est ça. Je dis, oui, mais les impôts, vous faites comme ci, vous faites comme ça, c'est ça. Et là, on vous a expliqué ça.
Et en fait, j'ai pris deux, trois fois la parole pour attirer l'attention au cas où j'aurais pu aider quelqu'un qui voulait vraiment, qui n'avait pas investi dessus et qui voulait avoir mon avis. Donc mon avis, je ne le donne pas tant qu'on ne me le demande pas. Et c'est ce qui est arrivé. Il y avait un agriculteur qui partait à la retraite, qui avait des économies de côté, et il voulait investir du coup pour sa famille quand il est à la retraite et tout. Et c'est le genre de personne qui allait mettre tous les économies d'une vie en gros sur ça parce que son artisan ou qui est son ami lui avait conseillé. Alors t'imagines la relation le jour où ils vont se rendre compte que c'est une arnaque. Enfin, je sais pas s'il a mis de l'argent dedans, mais imagine, tu mets de l'argent dedans, tu mets toutes les économies de ta vie, et là, tu vois le mec en face de toi, je crois que là, il peut plus te regarder dans les yeux. Enfin bref. Donc j'ai cet agriculteur qui est venu vers moi et qui m'a dit qu'est-ce que vous en pensez? Là, je lui ai juste répondu, vous voulez vraiment que je vous le dise? Il me dit oui, oui, je veux savoir. Le premier truc que je lui ai dit, c'est écoutez, la cupidité est mauvaise conseillère. La finance, c'est très simple. Là, c'est complètement flou. Vous savez pas où est votre argent. À chaque fois que j'ai vu ça, je l'ai vu plusieurs fois, les gens ont 100% du temps perdu tout leur argent. C'est ce qui s'est passé historiquement jusqu'ici. Le mec, je pense qu'il a pris en compte ce que je lui ai dit. J'espère qu'il n'a pas mis d'argent. Et s'il en a mis, tant pis, hein. Donc la réunion s'est terminée, mais ça ne s'est pas terminé là pour autant. Donc l'artisan qui m'avait ramené, il me dit qu'est-ce que vous en pensez? Donc j'ai pas voulu lui dire tout de suite que c'était une arnaque, même si certains avaient tendance à vouloir le penser. Je lui ai dit non, non, je dis votre truc il est pas logique. Je dis c'est trop risqué, j'investirai pas. J'étais très poli, très courtois. Il m'a dit oui, très bien, vous faites ce que vous voulez, voilà, au moins vous êtes au courant et tout ça. Donc, au cas où t'es pas au courant, l'entreprise s'appelle Omega Pro. Donc voilà. Je pense que c'était les mêmes dirigeants, enfin les mêmes personnes qui avaient créé les robots de trading. Enfin bref. Je rentre chez moi, je fais quelques recherches sur l'entreprise, et là, je vois qu'elle a été créée il y a 2 ans. Donc 2 ans, c'est quand même vieux pour une arnaque. L'arnaque qui a duré le plus longtemps, c'était celle de Bernard Madoff, qui a duré pendant 10 ans, avec des pourcentages qui étaient genre, je sais plus, 3-5% par mois, enfin voilà, un truc comme ça. Là, c'est des mecs qui te prévoient du 300%. Donc en fait, tu sais que la société, elle va couler assez vite. Donc ça faisait quand même 2 ans qu'elle tenait debout. Je ne sais pas si elle tient encore debout aujourd'hui, mais c'est le genre d'entreprise qui va vouloir sortir par la grande porte, comme je te disais au début. Ils vont avoir... tôt ou tard, en fait, ça se passe toujours de la même façon. Ils vont avoir des problèmes, alors d'informatique, enfin voilà. Il y aura toujours un problème, on ne sait pas lequel. Et au bout d'un moment, ils vont se mettre en faillite. Ils vont trouver une raison, n'importe laquelle, ils s'en foutent complètement. Le but, c'est que les clients ne récupèrent pas l'argent. Et une fois qu'ils se mettent en faillite, ou alors ils vont dire, ok, bon, nous avons des délais supplémentaires pour vous payer pour essayer de... Quand ils vont voir que le truc va commencer à s'effondrer, que les gens vont leur récupérer l'argent, ils vont faire en sorte de tout garder, mais vraiment à 100%. Et ensuite, ils vont dire, bon, on part en faillite. Et une fois que tu es en faillite, juridiquement, tu peux rien faire parce que la boîte elle coule et tu ne peux plus aller chercher des personnes en nom propre. Donc, quand je suis rentré chez moi, après avoir vu qu'elle n'avait que 2 ans qu'on appelle ça, d'ancienneté, j'ai fait quelques recherches. La première chose sur laquelle je suis tombé, c'est que il était blacklisté au niveau de l'AMF. Alors l'AMF, c'est l'autorité des marchés financiers. Donc en France, dès que tu as quelque chose qui est très suspect ou qui a la limite de l'arnaque, ou c'est une arnaque mais ça n'a pas encore été fermé ou prouvé, l'AMF le blacklist et te prévient. Donc en fait, tu vas dessus et tu trouves tout de suite si c'est bon ou pas. Alors une personne qui se dit je vais mettre 50 000 euros dessus, c'est pratiquement tout ce que j'ai alors que c'est blacklisté, bon alors là tu ne peux qu'en t'en prendre à toi-même parce que là c'est vraiment ta faute. Si tu es prêt à prendre le risque, il faut que tu sois prêt, il faut que vraiment tu sois responsable et que tu sois prêt à tout perdre. Donc
Une fois que j'ai découvert ça, j'ai été voir sur quelques blogs et j'ai découvert des gens qui, bizarrement, n'arrivaient pas à récupérer leur argent. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris quelques screenshots de ça et j'ai envoyé les captures d'écran à l'artisan qui m'avait invité. Alors, je lui ai dit bonjour monsieur, suite à quelques recherches, voici certains articles inquiétants à propos de la société Omega Pro. Il me dit d'accord, merci, et ensuite je rajoute la société est sur liste noire de l'AMF, je vous conseille donc de faire très attention. Donc je lui dis pas tout de suite c'est une arnaque, arrête, parce qu'à partir du moment où tu mets de l'argent dans un truc, tu es convaincu que c'est la bonne chose. Tu peux pas dire à une personne retire ton argent parce qu'en fait, ben non, je vais perdre mes 30%, ou alors il faut que j'appelle tous les gens, ça veut dire que j'ai arnaqué tous les gens que je connais autour de moi, les 20 personnes et tout. Et apparemment, les réunions qu'on a faites, nous on était 20 personnes, mais je crois que c'était genre la 10e réunion qu'ils faisaient, donc imagine le nombre de personnes qui ont dû passer par là. Enfin bref, suite à ça, je pense qu'il a demandé des conseils à la personne qui l'avait parrainé, à l'autre artisan, et il m'a répondu. Donc, en réponse à vos recherches, les 3 premières, c'est du blabla. Alors, les 3 premières, c'est les 3 premiers screenshots que j'ai fait sur les gens qui n'ont pas récupéré l'argent. Pour dérouter les gens, ouais, en gros, c'est pour dérouter les gens et pour les faire venir sur un service ressemblant. Bon, ben là, déjà cet argument ne tient pas du tout, parce qu'en fait, te dégoûter pour t'envoyer ailleurs, dans les screenshots que j'ai envoyés, il disait juste je ne récupère pas mon argent. Il ne disait pas ok, il faut qu'on aille ailleurs. Pour le 4e, au mois d'août, les serveurs d'Omega Pro ont subi certains réglages ou programmations qui ont altéré les mouvements des fonds, ça ok, mais depuis c'est revenu dans l'ordre. Ah oui, soi-disant que ils avaient des problèmes de transfert, de choses et tout ça pour récupérer l'argent, ça prenait trop de temps. Enfin bref. Donc là, il a réponse à tout. Heureusement qu'ils sont blacklistés, c'est pour ça que l'on peut avoir de 5 à 9%, sinon c'est la France qui récupère tout. Donc voilà pourquoi la MS, soi-disant, les a blacklistés, c'est parce que 5 à 9%, sinon c'est les impôts qui vont tout récupérer. Bon, ça veut complètement rien dire, soi-disant que juste parce que la France ne va pas pouvoir récupérer les impôts là-dessus, ils vont le blacklister. Non, mais en fait, la France est un État, ils ressentent pas la jalousie, en fait, ils ressentent pas les émotions humaines que, que l'on peut avoir. Et ensuite, il me dit, il y a une explication à tout. Bon, ben, je vois ça. Mais je vous remercie beaucoup pour l'attention que vous m'apportez, blablabla. Et ça s'est terminé là. Donc là, je ne vais pas plus loin. Je ne peux pas lui dire que c'est une arnaque parce que là, qu'est-ce qui se passe? Imagine, je vais les voir et je dis à tout le monde, ok les gars, arrêtez, c'est une arnaque. Premièrement, avec l'argent qu'ils ont mis dedans, ils vont me voir comme le vilain petit canard, ils vont m'en vouloir. Et là, c'est le meilleur moyen de te faire lyncher, c'est de dire que c'est une arnaque. Bon, là, je suis sur un podcast, donc je t'avoue que je m'en fous un peu parce que d'un côté, je suis quand même un peu anonyme et bon, je sais quand même ce que je dis. Et dans le pire des cas, qu'est-ce qu'on va faire? On va m'insulter. Là, par contre, j'ai une relation avec cet artisan qui aurait pu se dégrader au fur et à mesure. Si je lui dis que c'est une arnaque, et qui me dit non, c'est pas une arnaque. Du coup, il m'en veut parce que je pense ça. Ensuite, il se rend compte que c'est une arnaque. Du coup, il va m'en vouloir parce que je lui ai dit et que j'ai mis le point sur l'erreur qu'il a faite. Du coup, il va me voir comme le mec qui lui a dit que c'était une arnaque. Dans cette configuration, peu importe ce que tu penses, il vaut mieux avoir tort tous ensemble que avoir raison seul, parce que sinon, bah, tu risques de te faire complètement lyncher. Dans tous les cas, il va pas récupérer son argent, que je lui dise ou pas, ça ne changera strictement rien, et il m'en voudra. Il me verra comme celui qui annonce les mauvaises nouvelles. Donc voilà pourquoi je lui ai dit gentiment ce que j'en pensais, et que je lui dis je vous conseille de faire très attention, évitez de mettre trop d'argent, c'est très dangereux. J'ai mis plein de disclaimers et tout ça, hein, de toute façon il sait que je m'y connais, mais je ne peux pas aller plus loin. Pareil, si tu vas sur un site, si tu dis telle chose c'est une arnaque, je crois qu'il y avait un youtubeur un jour qui avait annoncé que telle chose était une arnaque, quelqu'un de connu. Il s'est fait lyncher, mais un truc apparemment monumental, il a dû fermer la chaîne pendant un moment et tout ça. Et ensuite, les gens ont découvert que c'était une arnaque, et là par contre, il n'y a pas eu de remerciement. Donc le mec l'a dit plus jamais, je vous dis que telle chose ou telle chose c'est une arnaque, même si je le sais, parce que
le mec il s'était fait fermer sa chaîne YouTube. Donc moi, à la limite, je m'en fous, je ne fais que des podcasts, mais dans la vie réelle, t'imagines qu'il se passe exactement la même chose, mais au niveau des relations. Donc relations clients, professionnels, ça peut faire mal. Bien, en conclusion pour terminer ce podcast, déjà je te remercie de l'avoir écouté jusqu'au bout. Donc si un jour on te propose quelque chose de trop beau et dans lequel tu ne comprends pas quel est le système, et si en plus on te demande de l'argent pour ça, si c'est trop beau pour être vrai, c'est que c'est certainement le cas. Il y a de bonnes affaires à faire toujours, un peu partout, mais il faut que tu sois tout simplement responsable de ton argent. Moi, je te garantis que chaque centime de mon fric, je sais exactement où il se trouve et dans quelle configuration je l'exploite jusqu'au dernier centime. Bien, donc n'oublie pas, la cupidité est toujours mauvaise conseillère, tout le monde se fait avoir, c'est normal, c'est humain, donc si tu te fais avoir, essaye de te faire avoir dès le début, au moins comme ça c'est fait, après tu seras vacciné. Je me suis déjà fait avoir quand j'étais jeune, quand j'avais 18 piges et que j'y connaissais rien, que je voulais faire de la bourse, je suis passé par là, mais plus tu augmentes ton taux d'échec, plus tu réussiras. Enfin bon, c'est beau à dire, mais bon, si tu peux apprendre des échecs des autres, c'est toujours mieux. Bien, je te remercie d'avoir écouté le podcast jusqu'au bout. Je te dis à la semaine prochaine pour la prochaine émission. Salut! Merci d'avoir écouté ce podcast. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à le partager. Pour participer au podcast, envoyez vos questions sur Instagram, @lockinvest.